Une célèbre animatrice de radio est assassinée et la police se demande qui pouvait bien lui en vouloir. Mais un petit morceau de plastique, un chien renifleur et la reconstitution du crime vont permettre aux enquêteurs de résoudre cette affaire. Les stars de la radio ont beaucoup de fans, mais elles sont rarement harcelées par leurs auditeurs. Peu de gens savent à quoi elles ressemblent, ce qui leur permet de rester plus ou moins dans l'anonymat. Mais ce n'est pas le cas de Debbie Dykes, 31 ans. Elle anime une émission diffusée tard le soir en Virginie. Chaque nuit, elle écoute ses auditeurs et se livre à eux, intercalant chaque conversation de morceaux de musique. Pourquoi ne pas tout faire pour que Marilyn et d'autres ados comme elle ne soient pas déçus cette année? Elle était du genre à dire « Aujourd'hui, je suis comme ci ou comme ça ». Elle leur disait si elle se sentait de bonne humeur, triste, en colère ou heureuse parce que quelque chose de bien venait de lui arriver. Ensuite, elle leur disait « Et vous, quoi de neuf? Appelez-moi pour me raconter » ou « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Elle s'adressait à ses auditeurs comme Madame Tout-le-Monde. Et je pense que c'est le fait qu'elle soit si accessible qui l'a rendue populaire. Mais un jour, un homme appelle la police. Un drame s'est produit. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle trouve le corps sans vie de Debbie Dykes dans un fossé près du jardin communal où elle avait son potager. À première vue, ça ressemblait à un crime sexuel. Ses vêtements étaient défaits et la position du corps laissait penser qu'il s'agissait d'un crime de ce type. Le vol ne semble pas être le mobile du meurtre. Le sac de Debbie est toujours dans sa voiture, située à quelques mètres de là. De toute évidence, elle s'était débattue derrière sa voiture. Ses barrettes et ses cigarettes étaient par terre. Les traces de lutte étaient évidentes. Il y avait du sang sur la voiture. Près de la voiture de la victime, les enquêteurs trouvent un indice. On a trouvé un petit bout de plastique noir. Sur le coup, on ne savait pas ce que c'était. Il était sur les traces de pneus, ce qui voulait dire qu'il était tombé là après l'arrivée de la voiture. Alors que les enquêteurs fouillent la scène de crime, le petit ami de Debbie, Bill Campbell, arrive sur les lieux. Quand je suis arrivé, un officier de police est immédiatement sorti de sa voiture pour me bloquer le passage. Il m'a dit « Vous ne pouvez pas y aller ». Je lui ai dit « Ma petite amie a un jardin ici, je viens la voir ». Il m'a répondu « Vous ne pouvez pas y aller, il y a eu un meurtre ». Et là, j'ai compris qu'il lui était arrivé quelque chose. Bill Campbell est DJ à la station de radio où travaille Debbie. Il explique aux policiers qu'il est venu car il s'inquiétait de ne pas la voir rentrer. À un moment, il a fini par me dire qu'elle était morte, sans me donner d'autres détails. L'un des collègues de Debbie pense que la jalousie pourrait être le mobile du meurtre. J'ai pensé tout de suite à certaines personnes, comme par exemple des anciens employés de la radio. Peut-être que certains ne l'appréciaient pas, parce qu'ils n'aimaient pas son émission et la trouvaient un peu trop mièvre. Apparemment, Debbie avait confié à des amis qu'elle craignait que quelqu'un s'en prenne à elle. Elle m'a confié qu'elle avait très peur que quelqu'un ne pénètre dans le studio pour la violer et la tuer. Soit elle avait pressenti que quelque chose de ce genre allait arriver, ou alors elle était trop sur ses gardes. Elle était célèbre, donc quelqu'un pouvait très bien l'avoir suivie. Un fan, un déséquilibré. Un peu le même genre de scénario que dans Un frisson dans la nuit. L'émission de Debbie est diffusée à Norfolk, Williamsburg et Virginia Beach. Il y a donc un grand nombre de suspects potentiels. Pour la police, l'enquête s'annonce difficile. La peur était palpable dans toute la communauté. Les gens ne parlaient que de ça. Que ce soit au supermarché, à la station-service ou au pressing, tout le monde parlait de l'affaire. Debbie Dykes, une célèbre animatrice de radio, a été retrouvée morte dans le jardin communal où elle avait son potager.
Une femme fait son potager en plein après-midi, à une heure où il y a du monde, et on la retrouve morte, assassinée. Ce n'est pas comme si elle était allée en pleine nuit dans un endroit malfamé. Lors de l'autopsie, le médecin légiste remarque de nombreuses lacérations sur l'avant et l'arrière de sa tête. Elle a également une ecchymose plutôt inhabituelle sur le dos. D'après la température du corps et la rigidité cadavérique, elle est décédée peu de temps avant l'arrivée de la police sur les lieux. La police nous a dit que la mort ne remontait pas à plus de 2 heures. La cause de la mort est l'asphyxie. L'agresseur de Debbie l'a étranglée, puis l'a achevée en la noyant dans une flaque d'eau. Le médecin légiste ne relève aucune trace d'agression sexuelle. Visiblement, elle s'était défendue. J'aurais voulu qu'elle lui mette une raclée. Les enquêteurs continuent de chercher des indices sur la scène de crime. Ils interrogent toutes les personnes qui se sont rendues dans les jardins communaux ce jour-là. Les gens nous ont parlé d'un jeune homme blond qu'ils voyaient souvent rôder dans le coin. Ils ne se souvenaient pas de la dernière fois où ils l'avaient vu, mais ce n'était pas longtemps avant le meurtre, donc on a essayé de le localiser. Le jeune garçon est souvent au cimetière qui se trouve juste à côté, et la police n'a aucun mal à le retrouver. Nous avons identifié ce jeune garçon, il s'appelait Michael Lapred. Il vivait dans le quartier, un peu plus loin sur Armstead, à environ 3 km de la scène de crime. Mais Lapred n'était pas en ville le jour du meurtre, et il est rapidement éliminé de la liste des suspects. Tout comme le petit ami de Debbie, Bill Campbell. Il était chez lui l'après-midi du meurtre. Les enquêteurs épluchent alors le relevé téléphonique de la radio pour voir si certains des auditeurs ont appelé Debbie plusieurs fois. Durant toutes les années qu'on a passées ensemble à la radio, on a bien dû tomber sur 1 ou 2 fous furieux, mais je n'ai pas le souvenir qu'elle se soit jamais sentie menacée par l'un d'entre eux. Les enquêteurs tombent enfin sur un indice dans les alentours du potager. À quelques mètres de l'endroit où le corps a été découvert, ils trouvent ce qui ressemble au manche d'une binette. Il est cassé en 2. Visiblement, c'était l'objet avec lequel l'agresseur l'avait frappée plusieurs fois à la tête. Elle avait des blessures importantes sur le dessus de la tête, elle avait le crâne ouvert, ce qui correspondait à des coups violents portés avec une binette. Un chien de la brigade cynophile est amené sur les lieux pour retrouver la piste du tueur. Glenn Fullman demande aux enquêteurs de ne pas toucher la binette tant que le chien ne l'a pas sentie. Je voulais que personne ne touche la binette. Je leur ai demandé de sortir seulement le manche de l'eau avec un bâton. Je ne voulais pas compromettre la pièce à conviction plus que nécessaire. Le chien renifle le manche. Certains pensent que c'est l'adrénaline qu'il détecte. Bien sûr que les chiens sentent la peur. Quand une personne s'apprête à commettre un crime, elle sait très bien que c'est mal. Et donc, elle a une montée d'adrénaline. Elle a peur. Elle ne veut pas se faire prendre. Son corps dégage une odeur qui la rend d'autant plus facile à pister. Pendant que le chien travaille, un petit groupe de passants curieux s'est formé. Bizarrement, le chien se dirige directement vers eux. Il est passé à côté de sa voiture et il s'est dirigé vers les gens. Je leur ai dit de ne pas bouger, qu'il n'allait pas les mordre, qu'il suffisait de rester immobile. Il s'est dirigé vers un homme, il a reniflé ses jambes de haut en bas, et là, il s'est arrêté et m'a regardé. Pourquoi le chien a-t-il marqué cet homme au milieu du groupe des passants ? Les enquêteurs ne vont pas tarder à le découvrir.